Bonjour. Alors pour ma part, je ne vais pas vous montrer des projets personnels, contrairement aux autres intervenants. En fait, Pascal m'avait demandé de choisir dans une liste de projets plutôt contemporains d'espaces publics, ce qui pourrait se rapprocher le plus de la notion de passage. Donc les exemples que je vais vous montrer sont tirés d'un ouvrage qui s'appelle Espace public contemporain, un ouvrage qui est sorti il y a à peu près 4-5 ans, de Nimo. Et donc je pourrais vous donner les références, mais il faut que je les retrouve. Et donc j'ai choisi 5 exemples. Je suis parti des auteurs. Il y a un exemple, je pense, qui n'est pas dans le bouquin, mais que j'ai... Le concepteur était mentionné. J'ai pris un autre exemple que ce qui était indiqué. Et puis à la fin, j'ai quand même collé un projet à moi, si vous voulez, discrètement. Très modeste, hein, très modeste. Donc le premier exemple, c'est un projet de l'équipe Next Architects, qui sont des architectes allemands, si j'ai bien compris. Et c'est un projet en Hollande. Ça s'appelle le Melkweg-Bridge et c'est dans la ville de Purmerend. Voilà, avec l'accent. Donc, en quoi c'est un passage? Vous allez quand même assez vite le comprendre parce que ce que disait Pascal tout à l'heure, à savoir, on ne sort pas dans le même état, on a une expérience, c'est une expérience. Là, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est à la fois on a dissocié le passage des piétons du passage des cyclistes, on a mis en lien une partie de la ville à une autre partie de la ville qui est en construction. On a évidemment, on ne fait pas que franchir, que passer d'une rive à l'autre, hein, comme vous pouvez le constater. En fait, on donne à voir, évidemment, comme la Hollande, c'est tout plat. On permet aux gens finalement de monter sur une sorte de belvédère. Et donc c'est une vraie rencontre à la fois avec le paysage et je pense entre les gens eux-mêmes. Et donc on a cette question d'articuler les échelles et toutes les dimensions que Pascal a évoquées précédemment. D'autre part, vous voyez, il y a ces effets multiples de croisement, de contournement, et puis de mise en scène à un moment donné, et même de façon lumineuse, comme on a vu dans des projets précédents. Travail sur la lumière. Donc voilà, ça c'était la première référence. Une autre référence qui est également en Hollande, mais là avec des architectes, autour d'un architecte d'origine chinoise qui s'appelle NIO. Donc l'équipe, ça s'appelle NIO Architekten. Et donc de la même manière, là on est face à une forme de monumentalité. Et évidemment, c'est pas seulement, comme vous pouvez le constater, le fait de passer d'une rive à l'autre également, ou d'un canal à un autre, mais on est vraiment là dans un travail puissant dans le grand paysage, où on passe d'une monumentalité à une autre, je pense. Et donc il y a, dans un temps donné, également une expérience. Et donc je vous remonte vite fait. Il y a un côté très Picasso en fait dans ce travail. Ensuite, un troisième projet. Donc là, c'était pour quand même vous pointer une école en Alabama qui s'appelle, et à l'intérieur de cette école, dans la ville d'Auburn, il y a un atelier qui s'appelle Rural Studio, qui a été fondé par un architecte qui est décédé aujourd'hui, mais l'atelier continue à fonctionner. Et il s'agit en fait pour les étudiants de travailler directement avec les gens. Donc ça se passe en Alabama, donc le travail se fait avec des populations très défavorisées et où on construit avec les gens. Donc je pensais intéressant de vous montrer à la fois cet exemple qui est pour moi aussi un passage, qui s'installe dans un parc. C'est un moment dans un parc avec des bidons de pétrole. Donc ce que je trouvais intéressant dans ce travail, c'est qu'on n'avait pas la notion de protection, par exemple.
C'est pas un espace vraiment protégé, vous voyez, c'est pas un passage protégé. Et plutôt un passage encombré. Donc il y a une dimension un peu pédagogique, je trouve, dans ce travail. On est à la fois dans le grand paysage, donc je trouvais aussi par rapport à mes propres préoccupations qu'il y avait une dimension poétique. Et le fait d'être de ce passage de relais, en quelque sorte, ce passage à la grande échelle, à l'échelle E1, pas à la grande échelle, excusez-moi, mais à l'échelle E1, pour des étudiants, c'est plus que pédagogique, c'est carrément une dimension politique. Voilà. Et là, en l'occurrence, le public visé était un public d'enfants. Donc, troisième exemple. Quatrième exemple, j'étais très fan quand j'étais étudiant, quand j'avais votre âge. Je suis resté fan, mais bon, ça n'a pas la même place pour moi maintenant dans mon propre travail. Et vous l'aurez reconnu, évidemment, c'est le cimetière qui a été dessiné par Carlos Carpa pour un couple de plus que de bourgeois, je pense, d'aristocrates vénitiens, presque vénitiens. Et donc on est à Trévise, tout près de Trévise, et c'est le cimetière San Vito, pour le couple Brion-Vega. Donc on y entre par le cimetière, il y a deux entrées, on rentre soit par le cimetière existant, ou soit par une petite porte latérale en béton qu'il faut tirer sur des roulettes. Et quand on a franchi cette entrée que vous avez aperçue, en fait, là déjà, on est dans un premier sas. Alors, c'est un travail extrêmement sophistiqué, évidemment. Et c'est une suite de passages. Alors là, bon, on a tout de suite compris la métaphore. Hein, il s'agit de passer de la vie à la mort. Bon, bah, tout le monde passe par là. Hein. Donc on peut se poser la question un peu, on peut anticiper sur la situation, et donc ces gens-là ont anticipé quand même, puisque le projet a duré une dizaine d'années, ils ont fait casser des trucs, et Scarpa a cassé, a remanié, etc., etc. Donc ils ont eu le temps de réfléchir à leur résidence secondaire, vous voyez, qu'on voit là, avec les deux tombes. Et là on est aussi dans la grande échelle, puisque vous voyez, on vise, il y a une façon de montrer dans la mise en scène le clocher de l'église au lointain, et de se resituer un peu dans la région, et de positionner ce couple un peu dans la place qu'ils occupaient probablement socialement et symboliquement. Voilà. Et puis donc je vous passe il y a des petits dés, on pourra en parler pendant des heures, mais on n'a pas des heures, donc c'est, je pense, le collage de toutes ces situations les unes à côté des autres qui peut vous aider à capter du sens. Et ça, c'est la porte d'entrée qui coulisse en béton pour rentrer latéralement. Là, on y passe. J'y suis passé, moi, une nuit. J'ai dormi là-bas. Et en fait, on est aussi dans le passage d'un temps à un autre. On est comme en suspension. Donc le petit projet que je vous montrerai, sur lequel j'ai travaillé, et travaille aussi là-dessus, sur la suspension. Le dernier projet, alors je ne sais pas si c'est vraiment un passage en fait. Donc, mais par contre c'est un type qui s'appelle Wes Jones, qui est un Américain, et qui a vraiment beaucoup travaillé sur des passages, mais qui fait une architecture qu'on qualifie de machinique. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux machines. Et là, moi, ce que j'avais noté, c'est surtout qu'on passait. C'était le passage de la machine ou le passage par la machine. Et c'est quelqu'un qui part d'unités de fabrication, d'unités de chantier, et qui les assemble, qu'assemble ces unités. Mais il passe par l'humour, il passe par la philosophie, et il passe par la poésie. Donc c'est pour ça que je l'ai collé. Donc il a recours à la bande dessinée. Donc on voit deux types qui discutent, qui philosophent très sérieusement sur la place des machines. En fait, c'est des surveillants de baignade, et qui sont partis dans un gros discours philosophique. Ils sont face à la mer, et en fait, on se rend compte qu'ils sont adossés à une machine qui a poussé un gros tas de sable. Vous voyez, une énorme machine avec un petit parasol et deux petites chaises de soleil. C'est adorable. C'est, voilà, impeccable.
Et donc maintenant que ça, je vais introduire mon propre travail. Alors, ce travail, c'est un travail qui a failli voir le jour, hein, pour être franc. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et donc, il faut très peu d'ingrédients. Il suffisait d'avoir une tour d'escalade qui se situait sur les bords de Loire, dans un paysage magnifique, comme vous pouvez l'apercevoir. Il suffit d'être près d'un terrain de camping et d'être dans une mairie où on découvre, une fois que la tour d'escalade est construite, qu'en fait on ne peut pas l'utiliser parce que pour l'utiliser, il faut un professeur, il faut un moniteur d'escalade. Mais ça n'avait pas été budgété. Donc ils avaient la tour, mais ils avaient la structure, mais ils ne savaient pas quoi en faire. Et moi je passais par là, donc ça tombait bien. Et donc on m'a proposé de réhabiliter cette tour d'escalade. Alors là, je me suis dit, il faut quelques ingrédients. Vous voyez, le paysage est sublime. Donc les ingrédients, c'est simple. Il faut des vieux balcons. Moi, j'avais fait un travail, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est une réhabilitation en centre-ville. Donc les vieux balcons, je connaissais. Il faut une petite nacelle. C'est pas très compliqué. Et puis voilà. Et puis on y va. Donc on est dans un temps un peu spécifique, vous voyez, et avec la petite manivelle on grimpe, on va sur le balcon, sur bord de Loire, on se fait des bisous. Il n'y a que 2 places, hein, de toute façon, donc on fait comme on veut, avec qui on veut, et puis on redescend, vous voyez, tranquillement. Alors après, évidemment, il fallait que j'arrive à faire la démonstration de cette affaire-là devant des politiques, des gars vachement sérieux, toute une palette de... Donc il fallait que je trouve une petite maquette, vous voyez, qui raconte l'histoire. Et donc j'avais des assistantes qui m'ont donné un petit coup de main, et voilà. Et puis vous allez tout de suite voir comment ça marche, parce qu'évidemment, ça dézoome. Voilà, merci.